Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler d'un week-end historique à la WWE, le week-end du 12 et du 13 juillet 2025, juste avant les feux d'artifice, juste avant la fête nationale française. Et la France, c'est dans toutes nos têtes et c'est dans tous les objectifs, hein, puisque bien sûr, depuis des mois, tout ça n'est que la road to Clash in Paris. Qu'est-ce qui va se passer à Paris? On attend que ça. Et ben peut-être que certaines choses vont se décider ou vont se construire ou vont se dessiner lors de ces deux soirées que nous avons eues le 12 et le 13 juillet à la WWE. Le 12, c'est samedi soir, c'était le Saturday Night Main Event. Et le 13, on a réécrit l'histoire puisque nous sommes partis du côté de la division féminine pour un show 100% féminin, Evolution version 2, 7 ans après le premier épisode. Et je suis là pour vous raconter tout ça, mais j'espère ne pas être tout seul, peuple de catch-up. N'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr, à donner votre avis sur ces deux shows, des avis qui ont été très 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 divisés et contrastés dans la catchosphère. Donc bien sûr sur les commentaires YouTube, allez-y, ou sur notre Discord, le Discord de Catch-up, venez nous en parler. On va commencer par ce Saturday Night, on va commencer un samedi soir à Atlanta, Atlanta en Géorgie. Voilà, des gars venus de Géorgie, etc. Une superbe chanson française. Au State Farm Arena. Alors, c'est pas le premier Saturday Night Main Event de cet nouveau style, hein. Ça a commencé en tout début d'année 2025. Et on commence à connaître un petit peu. Alors, outre l'enrobage, l'habillage un petit peu vintage, on a souvent affaire à des matchs assez courts, assez intenses. Et on aura eu le même programme ce soir. Seulement 4 matchs et en plus assez courts. Donc, ça fait vraiment une soirée qui est assez vite finie. On a commencé par un match qui s'est décidé là en claquement de doigts quelques jours avant. Randy Orton affronte Drew McIntyre. Drew McIntyre qui est revenu d'une longue absence, d'une absence post-WrestleMania après sa défaite contre Damian Priest et qui s'en est pris en gros à Randy Orton et Cody Rhodes qui allaient tous les deux s'affronter à King of the Ring. Ou qui s'était affronté, je sais plus s'il est revenu après. Bref, pour essayer de mettre un petit peu de tension dans cette amitié. Ça n'a pas marché, c'est lui qui s'est fait attaquer par Randy Orton. Donc on a eu droit à ce match, qui est une redite d'une feud, d'une rivalité qu'il y avait eu en 2020, pendant le Covid. Drew McIntyre était champion alors et Randy Orton était au top de sa méchanceté, hein. Souvenez-vous, c'est l'époque où il défonçait un à un les Hall of Famers. Je me souviens de cette séquence historique où il y avait je sais plus, il y avait Ric Flair, Shawn Michaels, je sais plus, trois ou quatre légendes qui jouaient au poker dans backstage. Et il était arrivé avec des lunettes qui permettent de voir la nuit, là, des lunettes à rayons UV, rayons X. Et il avait éteint l'interrupteur et ils les avaient tous cassé la gueule dans le noir, c'était formidable. Bref, je m'égare. Là, on a changé complètement. Randy Orton est un gentil daron, dont McIntyre est très méchant. Et en plus, il y a du monde autour du ring, puisque Randy Orton est accompagné par Jelly Roll. Alors, Jelly Roll, c'est ce monsieur un petit peu corpulent, un petit peu tout tatoué, là, cet artiste qui est un fan de la WWE, qu'on a déjà vu à WrestleMania, je crois. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Et du côté de Drew McIntyre, il y a Logan Paul. Logan Paul qui était encore un catcheur top star ces derniers mois, et qui là vient juste aux abords du ring semer un petit peu le dawa. Et comme je le disais, ça a été un match très très court, hein. Moi, c'est quand même une grosse déception. On nous a expédié ça en 8 minutes 25. En fait, il y a eu des tensions à l'extérieur du ring entre Logan Paul et Jelly Roll. Du coup, Drew McIntyre, ça l'a déconcentré. Du coup, il est revenu sur le ring et il a pris un RKO. Donc, Drew McIntyre a perdu en 8 minutes 25. Randy Orton a gagné rapidement. Mais c'est parti un peu en baston. Jelly Roll a poussé, c'est reparti, Logan Paul, etc. Et Drew McIntyre a fini par mettre un Claymore à Jelly Roll, au chanteur. Donc, gros, gros coup qui a été pris. Et ben, comme on s'en doute, tout ça va nous conduire. En fait, ce match-là n'était qu'un amuse-bouche pour nous conduire à SummerSlam et pour nous offrir un Randy Orton et Jelly Roll contre Drew McIntyre et Logan Paul. Un tag team match très étonnant. Bon, Logan Paul, on sait qu'il est très bon catcheur, mais Jelly Roll sur un ring, curieux de voir. Donc voilà, bon, pour moi, ça commence par une grosse déception. Clairement, c'est le Saturday Night que j'aime pas. C'est vraiment le house show amélioré. On nous met un match très court entre deux catcheurs qui peuvent faire du très bon boulot, et ça nous sert juste, voilà, c'est une bande-annonce du match prochain, donc assez déçu. On a vu ensuite dans les
dans les gradins qu'il y avait des stars féminines qui étaient là pour nous builder un petit peu évolution. Donc on a vu Io Sky, Rhea Ripley, et on a vu Jade Cargill, mais qui tout d'un coup s'est fait attaquer par Naomi. Alors la sécurité a débarqué, a fait tout ce qu'il fallait. Et Nick Aldis leur a dit, bah écoutez, comme vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous avez un no holds barred demain et vous aurez une arbitre spéciale. Et l'arbitre spéciale, c'est Bianca Belair qui débarque. Donc on utilise encore une fois Saturday Night juste pour faire avancer une intrigue. Bon, ça c'est un petit peu anecdotique ce coup-ci. La carte a continué, on avait un match entre Solo Sikoa et Jimmy Uso pour le titre des États-Unis. Donc Solo Sikoa qui est champion maintenant, qui est accompagné de toute sa clique, JC Matei, Tonga Loa et le nouveau grand Tall Tonga, là, vraiment le très grand Tonga. Et évidemment, bah, ça a été le bordel aux abords du ring, hein. Jimmy Uso, il était en 3 contre 1 et tous les autres ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour intervenir. Et ça a fini par un roll-up victorieux de Solo Sikoa, mais avec Talatonga qui lui a mis sa jambe, qui lui a poussé les fesses à Solo Sikoa pour augmenter le poids sur le roll-up et pour faire gagner son chef. Un match de 10 minutes 49, vraiment oubliable. Et juste à la fin, eh ben, Jacob Fatu a débarqué. Et alors, les commentateurs étaient en mode il est de retour, il est de retour, il est de retour. Bon, je vous avoue que j'ai un peu suivi parfois en dents de scie ces dernières semaines, mais j'avais même pas capté qu'il avait fait une longue absence. Ouais, il a peut-être raté 2-3 semaines, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, il est de retour, il a attaqué tout le monde. Et là encore, on sent très bien que cette soirée Saturday Night ne servait que de transition pour qu'on ait une revanche Solo Sikoa contre Jacob Fatu très certainement à SummerSlam. Donc merci Jimmy Uso d'être passé, mais voilà, c'est pas toi le main caractère, c'est pas toi la star. C'est dommage et ce match était assez oubliable et inutile et aurait tout à fait pu avoir sa place dans un Monday Night Raw, clairement. On passe au match suivant, on est déjà à la moitié. Le match suivant, malheureusement, il va se révéler hyper important et bien plus que ce qu'on aurait pu penser pour cette fin d'année, mais c'est malheureusement pas dans le bon sens. C'était un match entre notre Seth freaking Rollins préféré et LA Knight, donc un match de ego, de superstar, de top star. Alors c'était un bon match, honnêtement c'était un bon match. J'ai été positivement surpris par LA Knight. Et LA Knight, pour moi, il a toujours ce positionnement où c'est clairement une superstar. Genre, il a énormément de charisme, la foule l'adore, il a une belle gueule, il sait parler, il est amusant, il est drôle. Mais pour le moment, il nous a rarement prouvé qu'une fois qu'un match commence, il pouvait être d'un niveau 5 étoiles. Et aujourd'hui, à la WWE, il y a tellement d'excellents catcheurs. Les matchs qu'ont pu faire CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre, Cody Rhodes, Roman Reigns ces dernières années. Lui, il nous a jamais sorti quelque chose de ce niveau, hein. Je dirais que je le mettrais plus dans la catégorie des Jimmy Uso, hein. Et là, avec Seth Rollins, qui est quand même un excellent talent, peut-être un des meilleurs de la WWE, il a réussi à suivre et se mettre au niveau. Ça a été dynamique, ça a été bien emmené. Il y a eu des beaux enchaînements. Mais malheureusement, Seth Rollins, en faisant un moonsault sur les cordes, en faisant un saut arrière, il est retombé sur son genou et de suite, il s'est assis, il s'est arrêté et on a compris que quelque chose se passait. L'arbitre s'est aussitôt interposé. Le Knight, il allait revenir à la bagarre, mais il s'est de suite arrêté. Il y a eu le médecin qui est venu. Paul Heyman était là dans le coin. Il y a eu vraiment un moment de flottement où on ne savait plus ce qui se passait. En fait, tout le monde attendait. On a compris que malheureusement, Seth Rollins s'est fait mal. Ils ont réussi à sauver plus ou moins le truc. C'est-à-dire, Seth Rollins, il a fait signe, non, non, c'est bon, je me relève, je me relève. Il s'est relevé, il a boitillé d'un pas et hop, il s'est fait surprendre par un BFT qui a permis quand même à LA Knight de gagner clean contre Seth Rollins, hein, officiellement dans les tablettes. C'est un beau résultat. Mais on comprend qu'ils ont très très finement précipité la fin du match. Enfin, quand je dis très finement, non, c'est pas très finement, c'est hyper évident. Mais ils nous ont pas juste dit voilà match, Seth Rollins s'est blessé, c'est LA Knight qui gagne. Ils ont réussi à faire un bel enchaînement où voilà Seth Rollins se relève, regarde Paul Heyman en mode vas-y j'y vais et du coup bah se laisse avoir par LA Knight. Voilà, malheureusement, Seth Rollins, il y a pas mal d'historique sur son genou. Alors, je ne suis pas assez spécialiste pour me souvenir si c'est le bon genou ou si c'est un nouveau genou qui s'est pété. De toute façon, il y en a que deux, hein. Il dit qu'il a plus de genou, il dit qu'il voit pas le rapport. Tout ça pour dire que Seth Rollins, c'est vraiment, vraiment dommage parce que là, c'était le top, quoi. Seth Rollins qui a gagné quand même le main event nuit 1 de WrestleMania contre Roman Reigns et CM Punk, qui était
je m'avance peut-être, mais c'est mon opinion, l'un des meilleurs matchs de main event de WrestleMania de ces 10 dernières années. C'était un match exceptionnel, ce match-là. Avec cette issue historique, la trahison quand même de Paul Heyman. Paul Heyman, il a pas trahi beaucoup dans sa vie, hein. Il en a pas eu beaucoup, hein. Il a Brock Lesnar pendant 10 ans, un petit peu de CM Punk, un petit peu de Roman Reigns. Voilà. Euh, il a changé de poulain. Il a cette team avec donc Seth Rollins, euh, j'allais dire Steiner, non, Braun Breaker et Bronson Reed. Ça marche hyper bien en weekly. Ça fait mal. Ça fait mal pour Seth Rollins qui était très certainement parti pour être un nouveau champion du monde d'ici peu. Il est quand même porteur de la mallette, une très belle mallette, et je pense pouvoir dire aussi que Seth Rollins est un des meilleurs porteurs de mallette. Cette année, on a deux très bons porteurs de mallette avec Naomi parce qu'il la customise la mallette, ils la mettent à leur couleur et elle est belle celle de Seth Rollins. Il a le temps de revenir, hein. Il a 1 an pour l'utiliser sa mallette et je pense que ça arrivera un jour, qu'il reviendra par surprise pour cash-in direct et il sera direct champion le premier soir de son retour. Je parie là-dessus, peuple de ketchup. Mais voilà, il va nous manquer Seth Rollins. Et on arrive au main event. Et alors là, il s'est passé quelque chose que j'ai pas trop compris. Le main event, c'était Gunther contre Goldberg. Vous savez, Goldberg, qui est revenu il y a quelques jours pour nous dire You're next, voilà, je viens t'affronter chez moi à Atlanta, là où tu m'as humilié verbalement il y a 1 an, etc. C'est un match pour le champion, c'est un match pour le titre de Gunther, hein, de championnat du monde. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que a priori, euh, corrigez-moi là encore, un peu de catch-up, hein, c'était officiel que ça serait le dernier match de Goldberg. Moi, je croyais que tout le monde savait que ça allait être son dernier match, mais que c'était pas officiel. Et que, en gros, s'il gagnait pour devenir champion du monde, bah, il allait continuer son run et qu'il perdrait un peu plus tard. Mais que s'il perdait, il allait nous dire, bon, bah allez, c'était ma dernière, voilà. Je pensais que ça allait être ça le deal. En fait, non. Visiblement, tout le monde savait que c'était son dernier, hein, puisque il est arrivé, il s'est fait ouvrir la porte par toute son équipe historique, tous ses amis, tout ça. Il est allé sur le ring. Tout le monde avait l'air de dire c'est sa dernière, etc. Donc c'est que ça devait être sa dernière, hein. C'est moi qui ai mal compris. Bon, il n'y avait pas beaucoup de suspense, j'ai envie de dire, et on a eu un match qui a duré quand même 14 minutes 23, ce qui est un peu plus long, hein, que les matchs que faisait Goldberg ces derniers temps, les matchs de 5 minutes. Moi, je m'en souviendrai pas beaucoup, hein, de ce match-là. Franchement, Goldberg, c'était pas nécessaire de revenir, même si ça a dû te faire plaisir. Il y a eu des trucs sympas, un bel enchaînement de force, il y a eu des moments rigolos. Quand il encaisse les atémies de Gunther et qu'il rigole parce que visiblement Gunther les fait pas assez fort. Il a réussi quand même à porter Spear, à porter Jackhammer, mais il s'est fait prendre dans le sleeper et il a perdu connaissance, il s'est évanoui. Donc Gunther a battu Goldberg, c'est quand même énorme à mettre sur un CV. Bravo à toi, bravo à toi Gunther. Et Goldberg ensuite était sur le ring avec tous ses proches et tous ses fans. Il a fait un petit discours qui a duré une trentaine de secondes et on en a beaucoup parlé depuis. Visiblement, Goldberg n'a pas été content du tout. Il a dit, voilà, il a été coupé, la diffusion a été coupée très très vite pour la télé. Voilà, c'est comme ça, c'est une histoire de télé. Et il a dit qu'il n'est pas content du tout parce que voilà, on lui a pas laissé dire ce qu'il a dit et c'est vrai qu'il n'a pas dit grand-chose de très intéressant. Il semblerait ensuite en interview qu'il a dit que bah déjà ça aurait pas été pareil si ça avait été l'Undertaker ou John Cena. Oui, c'est vrai. Mais il dit que voilà, il est pas content, que c'était voilà un mauvais moment, que on lui a manqué de respect. Bon, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis un peu surpris aussi, hein. Je pense que Gunther, ah putain, je les confonds toujours, les légers là. Je pense que Goldberg, bon déjà, j'ai l'impression qu'il lui avait un peu choisi quand même la date d'un Saturday Night en Géorgie, à Atlanta, chez lui pour ça. Donc s'il râle en disant c'était pas le bon soir et tout, bah tant pis, mais il fallait vouloir faire ça à SummerSlam ou à WrestleMania, je ne sais pas. J'avais l'impression que justement c'était vraiment sorti de tout WrestleMania, de tout SummerSlam pour que vraiment ça soit que autour de ce match-là et autour de cette retraite et que ça soit pas englobé dans une folle soirée de 4 heures de catch. Et, euh, et puis ouais, le discours était un peu très très vite passé, quoi. Il a remercié un peu tout le monde et tous les fans et il serait pas là sans nous. Mais bon, d'un autre côté, je vais être honnête, qu'est-ce que Goldberg a envie de nous dire après 20 ans de carrière de très intéressant? Je suis pas convaincu. Ce Saturday Night Main Event sur notre site, sur nos copains de Cage Match, je ne sais pas si vous connaissez ce site Cage Match, qui est le site où l'on retrouve toutes les données, hein, sur les durées des matchs, sur les affrontements, etc. Un site allemand d'origine, si je ne me trompe pas. On peut noter, hein, les shows, très très mauvaise note pour Saturday Night Main Event, 3,5 sur 10.
Bah moi, nous on note sur 5 hein, à catch-up. Ouais, moi je vais mettre un petit 2. 2 parce que ça fait toujours plaisir, après une dure journée de boulot, de se poser dans son canapé et de voir des gens qu'on aime bien, comme Melee Knight, Seth Rollins, Gunther. Il y avait une belle affiche, il y avait 4 belles affiches. Un match un peu moins intéressant pour Solo Sikoa peut-être quand même. Mais bon, c'est vite passé, donc comme ça on se dit il nous reste du temps dans la soirée, hein, c'est comme un petit Quentin Dupieux. Mais, euh, mais j'aime pas ce principe. Voilà, c'est le troisième ou quatrième de l'année, et décidément, je vois pas à quoi ils servent ces Saturday Night Main Event, qui sont au milieu de la road entre deux pay-per-view, deux PLE. Du coup, on y garde quelques affiches, mais en fait, elles servent à rien, elles sont très vite finies et elles servent juste à passer à la suite. Donc, moi, j'arrêterai. Moi, j'arrêterai. On a les PLE, on a les SummerSlam, on a les Money in the Bank, on a les Clash in Paris, etc. On peut faire des Raw avec des gros main events de temps en temps, comme ils font souvent. Voilà, moi, je trouve que ça sert à rien. 2 sur 5. Le top, bah, allez, je vais mettre un petit top à Goldberg pour l'ensemble de sa carrière, mais voilà, juste histoire de te dire un dernier top, un dernier coucou, Papy et Bilou. Et un flop, ben, plutôt à Jimmy Uso et à Solo Sikoa qui n'ont pas réussi à nous donner une très grande performance. Ouais, je vais plutôt donner le flop à eux, même si l'opener m'a beaucoup déçu avec Randy Orton et Drew McIntyre. Voilà, de toute façon, je suis déçu pour ce samedi soir. Voilà, samedi soir, énervé. Maintenant, est-ce que le dimanche soir a sauvé la donne? Dimanche soir, Evolution, pay-per-view féminin, Premium Live Event féminin, excusez-moi, entièrement féminin. Donc là, c'est complètement différent, hein. Et on a beaucoup plus de matchs à la carte. On a commencé par le match intercontinental féminin. Donc Becky Lynch contre Bayley contre Lyra Valkyria. Un match qui a duré 16 minutes 25. Euh, un sacré match. Là, pour le coup, on a eu un sacré match. Même si, j'avoue, j'ai un peu décroché. Je dois vous avouer, peuple de catch-up, avant de vous faire toute cette analyse. J'ai regardé ça lundi. Le lundi, c'est mon jour de repos. Après une dure semaine bien remplie, je l'ai regardé un peu ramollo sur mon canapé, un peu à scroller à côté quand même, je dois avouer, ce show féminin. Mais j'ai bien aimé la combinaison Triple Threat hein, qui permet à tout le monde de se faire plaisir. Moi, je suis un grand fan désormais de Lyra Valkyria. Je l'admets. Quand elle est arrivée avec ses plumes et tout ça, je lui voyais pas trop de personnalité. Depuis, je trouve elle fait très bien. Au micro, dans les weekly contre Becky Lynch et tout ça, elle est très bien. Super bon personnage. Vraiment, je trouve une petite underdog naturelle qu'on a envie d'aimer, pas un truc un peu forcé. Et moi, je tire un gros chapeau à Becky Lynch que je continue de respecter énormément après avoir plus ou moins arrêté, puis revenu, etc. Bailey, sur le ring, il n'y a rien à dire, c'est correct. Moi, c'est beaucoup plus le micro et le personnage de Bailey avec lequel j'ai du mal. Donc une belle performance et qui est gagnée par Becky Lynch. Becky Lynch qui a réussi à conserver son titre en réussissant un pin sur Bailey. Donc c'est parti, on a ouvert cette soirée et Becky Lynch, que je pensais vraiment être juste une championne pardon, temporaire pour ce titre intercontinental, pour le mettre un petit peu en prestige et pour le reperdre dans la foulée, comme elle avait fait pour le titre NXT par exemple, où ils avaient déjà fait ça pour Charlotte, pour le titre NXT, etc. Je pensais vraiment qu'elle profiterait d'Evolution pour perdre et pour repartir peut-être un petit peu en repos, mais non, elle est toujours là, Becky. Donc bien joué, bel opener. Et je vais passer malheureusement, peuple de catch-up, je suis désolé pour les fans, très rapidement sur le NXT Women Title Match, parce que je vous avoue que je l'ai regardé très rapidement. Malheureusement, manquait un petit peu de temps et j'avais pas prévu de faire cette analyse spécialement, c'est de l'impro. Donc j'ai pas trop regardé, voilà, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de bagarre et d'intervention parce qu'il y avait du monde aux abords du ring. Donc il y avait une certaine Black Monroe qui était avec Jordynne Grace. Et puis ben voilà, il y a eu une tension et il y a eu ben voilà une dispute entre Blake Monroe pardon et Jordynne Grace et qui a permis à Jessie Jane de remporter, enfin de conserver son titre au bout de 10 minutes 28. Voilà, j'ai regardé d'un œil, je l'avoue, quand c'était fini, je me suis dit merde, j'aurais peut-être dû être un peu plus concentré, mais en même temps, je me suis pas dit allez, je me le refais. Donc, bah, donnez-moi votre avis en commentaire sur ce match. Mais vous en faites pas, vous en faites pas. Je me suis réservé pour le match suivant, et c'était un Fatal 4-Way féminin tag team, donc c'est-à-dire qu'on avait 8 demoiselles, femmes, athlètes autour du ring. On avait les championnes, donc Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, le Judgment Day.
On avait une team un petit peu bizarre entre Alexa Bliss et Charlotte Flair. On avait les Kabuki Warriors, nouvelle formule Asuka et Kairi Sane qui ont repris leur vieux nom. Et on avait Zarya et Sol Ruka, qui une équipe que je ne connaissais pas mais qui vient de NXT, hein, directement de NXT. Ça, c'était super sympa. C'était super sympa. Ça a bien bastonné dans tous les sens. Alors, voilà, il n'y a pas toujours les équipes, elles se taguent entre elles, c'est toujours un peu le bordel. Mais on a eu vraiment des moments assez spectaculaires à l'extérieur du ring, un petit peu sur les rambardes, à l'intérieur du ring, des prises à plusieurs. La création d'une vraie histoire entre Charlotte Flair et Alexa Bliss qui se sont aidées l'une l'autre, surtout Charlotte à un moment qui sauve Alexa et vice-versa. Une Alexa Bliss que j'ai trouvé pas mal mise en valeur, hein. On sent qu'elle a envie de revenir au bon niveau, donc c'était plutôt chouette. Euh, mais au final, c'est Raquel Rodriguez qui a réussi à placer sa Tijuana Bomb sur Sol Ruka. Et les championnes sont restées championnes. Une passe de 3 hein, pour les championnes. Là, Becky Lynch est restée championne, Jessie Jane aussi, les Judgment Day aussi. Mais il nous restait 2 matchs pour le titre dans la soirée. Donc, est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout? Est-ce que toutes les championnes vont repartir couronnées? Je ne sais pas. On va vous dire ça bientôt. Et bah d'ailleurs on enchaîne, puisqu'on a eu ce super match tag team là qui m'a bien réveillé. On partait ensuite sur Tiffany Stratton contre Trish Stratus. Là c'est pas le même niveau, c'est pas le même rythme, c'est pas du tout le même style, c'est plutôt un match légende contre une fan quoi. Tiffany Stratton est clairement très très inspirée et admirative de Trish Stratus. Mais bon, ça n'était pas le match de la soirée, ça a duré 8 minutes 37, c'était assez rapide. Et Tiffany a gagné totalement clean. Elle a réussi à passer un Prettiest Moonsault Ever. Elle a essayé plusieurs fois d'ailleurs d'en passer. Et elle a gagné. Et il y a eu ensuite cohésion entre les deux adversaires. Cohésion de Trish Stratus avec la foule, un petit au revoir, tout ça. Tout ça a été très, très gentil, très mignon. On s'en relèvera pas la nuit, on l'oubliera assez vite. Mais toujours est-il que les championnes continuent de conserver. Et Tiffany Stratton continue d'écrire son histoire. Très belle carrière, Tiffany, qui commence, hein. Tu bats Trish Stratus maintenant à Evolution. Et ben, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. T'as la confiance des officiels, continue comme ça. On a enchaîné ensuite sur un match de violence, le No Holds Barred match entre Jade Cargill et Naomi, avec Bianca Belair qui fait l'arbitre. Et là, eh ben, on a eu plutôt, je trouve, euh, comment dire, Jade Cargill, c'est pas serein, hein. Ça fait depuis qu'elle est arrivée à la WWE qu'on dit qu'il y a du mal à en faire une très bonne catcheuse. Là, ils ont un peu réussi à camoufler quand même, avec l'utilisation de pas mal d'objets. On a eu, si ma mémoire est bonne, des poubelles, des tables, des chaises, je crois bien. J'ai un doute maintenant s'il y a eu des kendo sticks aussi, je sais plus. Enfin bref, ça a pas mal pété dans tous les sens. On a eu 11 minutes 15 de match. Et on a eu des grosses phases de domination, notamment de Naomi à un moment donné, puis de Jade Cargill, puis etc. C'était assez tranché. Et au final, c'est Jade Cargill qui a réussi à gagner, qui a passé Naomi, qui a passé son finisher à Naomi, là, je sais pas comment ça s'appelle. D'après mes sources, c'est un Jaded, mais je ne savais pas. Bref, sa prise de soumission depuis le turnbuckle à travers une table. Poum, Naomi la tête la première. 1, 2, 3, victoire de Jade Cargill. Donc cette rivalité historique, encore une fois, qui a commencé cet hiver, quand Naomi a attaqué Jade Cargill par derrière, par surprise, etc. Eh ben, peut-être vient de se finir, clairement, avec une Jade Cargill qui remporte ce match et qui se venge enfin de ces mois, ces longs mois d'attente et d'humiliation. Jade Cargill bat Naomi, la porteuse du Money in the Bank. C'est souvent comme ça à la WWE, hein, quand il y a quelqu'un qui a le Money in the Bank. Comme de toute façon, on sait qu'il y a un beau shot qui va l'attendre un petit peu plus tard, un de ces jours. Bah, voilà, ça sert à builder un peu un nouveau catcheur ou une nouvelle catcheuse. Ils l'ont tous un petit peu fait. Il perd ou elle perd. C'est normal, c'est logique. C'est la roue tourne, comme on dit. Donc, plutôt beau match, plutôt bon match. Ce match-là a suivi un, a été suivi par un Battle Royale. Alors là, c'est un petit peu la petite déception de l'histoire, hein, puisque vous savez qu'ils nous ont vendu ce Evolution avec le retour
qui était peut-être pas ce qu'on voulait pour être vendu, mais le retour de Nikki Bella, dans le monde du catch. Et elle devait à Evolution affronter visiblement Liv Morgan, hein, c'était prévu. Sauf que Liv Morgan s'est blessée, la pauvre, on pense à elle, c'est la grande absente de cette Evolution. Et donc Nikki Bella, bah, ils ont pas trouvé, et ils l'ont foutu dans la Battle Royale. Donc Battle Royale avec 20 demoiselles. Alors là, c'était un peu plus le bordel quand même, hein. Ça a mis du temps avant de décoller. On a eu des gens que je ne connaissais pas du tout de NXT. Donc je vais pas faire toute la liste, mais en tout cas, on a eu d'abord une première démonstration de force par Nia Jax. Nia Jax qui a éliminé Tatum Paxley et Easy Dame. Je découvre les noms en même temps, hein, je vous avoue. On avait Julia qui a éliminé Ivy Nile, donc il y avait Ivy Nile qui était là. Natalia a été éliminée par Jada Parker. Euh, Maxine Dupree a été éliminée par Candice LeRae. Donc là, il y avait une alliance Maxine Dupree et Natalia qui a été détruite, mais Candice LeRae elle-même a été éliminée par Jada Parker, qui élimine voilà deux catcheuses. Mais elle a elle-même été éliminée par Bifab et Michin, qui ont travaillé ensemble. Michin, ça fait longtemps qu'on n'avait plus de nouvelles. Candice LeRae, toujours là, élimine Kelani Jordan. Zelina Vega élimine Julia. Julia a été voilà, une des petites stars de cette soirée. Zelina Vega, très très en retrait, hein, ancienne championne US féminine. On avait aussi, au milieu de tout ça, notre grande star, Chelsea Green. Et ben, Chelsea Green et sa team, et ben, Piper Niven a éliminé Bifab et Chelsea Green a éliminé Michin. Voilà, ça c'est bien Chelsea, c'est continue comme ça. Lash Legend, la grande Lash Legend qu'on avait déjà vue dans certains shows weekly, a éliminé Zelina Vega. Nikki Bella, on en a parlé, Nikki Bella, elle était là, elle a éliminé Alba Fire, donc de l'équipe de Chelsea Green. Piper Niven a éliminé Lola Vice. Nikki Bella et Stephanie Vaquer, on n'oublie pas qu'elle est là, Stephanie Vaquer, ont éliminé Piper Niven. Et Nikki Bella a éliminé Chelsea Green. Alors là, il restait plus grand monde. Il restait. J'ai un trou là. Il me reste Nikki Bella, Nia Jax, Lash Legend et Stephanie Vaquer. Donc Stephanie Vaquer et Lash Legend éliminent Nia Jax. Donc Nia Jax a fini par être éliminée. Non, j'ai perdu. J'ai un trou là. Qui a éliminé Nikki Bella? J'ai plus Nikki Bella dans ma liste. Je sais plus quand est-ce qu'elle a été éliminée Nikki Bella? En troisième, en quatrième? En avant-dernière? Je sais plus. Enfin bref, ouais, je crois qu'il me manque quelque part là, Nikki Bella. Mais bah, c'est une finale Lash Legend contre Stephanie Vaquer, hein. Et c'est Stephanie qui a remporté cette bataille royale. Stephanie Vaquer sera à Clash in Paris. Et ça me rend ravi, ravi. Ça va être très chouette de voir la Primera. Et elle a été interviewée par Stéphanie McMahon elle-même, qui était venue d'ailleurs au début du show. Je vous en ai pas parlé. Je m'en fous un peu de Stéphanie, j'avoue. Et Stéphanie Vaquer a fait une promo très sympa qui devient un petit peu virale sur les réseaux sociaux où elle a dit: Je suis désolé, l'anglais n'est pas ma langue natale, mais le catch est ma langue natale. Wrestling is my native language, is my first language. Donc Stéphanie Vaquer qui remporte une bataille qui l'emmènera donc à Clash in Paris contre une championne, mais on ne sait pas encore qui puisqu'il y a un SummerSlam qui est prévu entre temps. Bon, honnêtement, Battle Royale, un petit peu le bordel, pas mal de catcheuses qu'on connaît pas trop, mais quelques histoires qui ont été écrites. Voilà, il y avait tout ce qui est autour de la team de Chelsea Green ou l'alliance entre Natalia et Maxine Dupree. Il y avait des trucs sympas. Il y avait des trucs sympas. Et on est arrivé à ce main event de Evolution qu'on attendait depuis longtemps. Une feud qui n'en finit pas, qui a commencé en début d'année. Io Sky, championne du monde, contre Rhea Ripley, qui l'a battue, qu'elle a battu en début d'année, hein, juste avant WrestleMania. Rhea Ripley qui partait sur la road to WrestleMania championne et qui, dans un Raw, s'est fait avoir et a perdu contre Io Sky et n'a pas réussi à renverser la tendance. C'est toujours Io Sky qui est championne. Ça, c'était un gros main event. C'était un très gros main event, les amis. C'était un vrai, vrai gros main event qui a duré à peu près 25 minutes. Et l'une des preuves que c'est un main event qui a compté pour la WWE, c'est qu'il y a eu un ref bump. Et ouais, on y a eu droit chez les filles. Alors, je suis pas fan des ref bumps, mais l'arbitre, là, elle a pris Io Sky dans la tronche. Rhea Ripley en a profité pour faire son Riptide, mais il n'y avait pas d'arbitre pour compter le 3. Du coup, elles sont parties se battre dans les gradins, en sautant par-dessus, tout ça. Elles sont revenues sur le ring. L'arbitre
a essayé de compter 1, 2, 3 parce qu'il y avait donc Moonsault de Io Sky sur Air Replay, mais il n'y a pas eu 3. Et là, tout d'un coup, on entend la musique de Naomi, et Naomi débarque, et Naomi encaisse sa mallette, elle cash in son Money in the Bank en plein milieu d'un match, ce qui fait que le match devient officiellement, nous dit l'arbitre, un triple threat match. Alors, ça, je trouve ça quand même complètement teubé. Seth Rollins l'a fait à WrestleMania 31, c'était historique. Il est intégré le match Brock Lesnar, Roman Reigns, il nous a sauvé ce match, c'était légendaire. Pour la légende, ça valait le coup. Mais là, c'est complètement con de pas attendre qu'il y en ait une des deux qui gagne complètement épuisée pour cash in sur la gagnante. Et donc, tu as 50% de chance de gagner, voire plus. Alors que là, avec un triple threat, tu rajoutes une inconnue, il peut se passer quelque chose, tu sais pas ce qui peut te tomber sur la gueule. Ou, elle aurait très bien pu, Naomi, choper un kendo-stick, une chaise, une table, tout ce que tu veux, et tabasser tout le monde, des disqualifications, DQ, et elle cache après. L'avantage d'avoir fait un triple threat, c'est qu'un triple threat, c'est par définition un match sans disqualification. Donc, elle a encaissé son triple threat. Elle a mis un coup de mallette de sa propre mallette sur Io Sky. Elle a envoyé Rhea Ripley à l'extérieur du ring. Elle a fait son moonsault. 1, 2, 3. Et Naomi est devenue championne et la nouvelle championne féminine, championne du monde. Donc c'est SmackDown qui rafle tout ce soir, hein, puisque Tiffany Stratton est déjà championne féminine à SmackDown et Naomi est aussi à SmackDown. C'est le seul changement de titre de la soirée et c'était vraiment un moment très réussi au niveau de la foule et de l'excitation. Là, on avait vraiment un très très beau cash-in. Presque dommage de le voir succéder à un si bon match où Io Sky et Rhea Ripley ont vraiment tout donné, ont vraiment donné un main event digne d'un main event d'un PLE masculin. Bravo, bravo les filles, je les admire énormément. C'était la bonne fin de show. Sinon, mon impression, mon sentiment, le show a été très très bien noté sur Cage Match. Je disais quasiment 9 sur 10, c'est énorme, hein, c'est 8,78, ça arrive jamais. Énormément de gens qui ont mis une note sur 10 en disant que 10 sur 10 en disant que c'était un fabuleux show, extraordinaire, etc. Je sais pas à quel point c'est vrai ou à quel point il y a une part de politique où les fans de catch qui sont quand même assez particuliers ont voulu vraiment encenser ce show et détester Saturday Night pour montrer le contraste et pour envoyer un message à Triple H ou je ne sais quoi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop d'ingrédients dans le gâteau. C'est le seul truc euh, par rapport à Saturday Night Main Event en plus. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de matchs. C'était bien lors du premier Evolution parce que c'était historique. Là, c'est 7 ans après, c'est le deuxième. On peut dire qu'entre-temps, quand même, les filles, elles ont augmenté d'un cran. Elles ont fait beaucoup plus de matchs en main event de certains pay-per-view, même à WrestleMania, dans les shows aussi, dans les Raw, dans les SmackDown, elles peuvent main eventer. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont voulu nous montrer tout le monde. Il y a eu un très bon intercontinental match, il y a eu un très bon tag team match, et il y a eu un très bon main event féminin. Pour moi, il y a un match en trop. La bataille royale, c'était un petit peu écœurant, vous voyez ce que je veux dire, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Le match NXT, le Holds Barred, le passage de Trish Stratus, je sais pas, je trouve que ça faisait beaucoup, beaucoup. Et ça crée un rythme de soirée qui m'a pas toujours gardé concentré. Bon, après, c'est une analyse très poussée, hein, parce que dans tout PLE ou dans tout Weekly ou dans tout show, t'es pas concentré du début à la fin, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop. Il y avait un petit peu trop de matchs, ou un petit peu trop de filles, ou un petit peu trop de gens partout. Mais voilà, parce qu'il y a eu un match à 20 à Battle Royale, il y a eu un match à 8 avec les tag teams, il y a eu des matchs avec des gens au bord des rings, etc. Beaucoup de monde, mais sinon, moi je mettrais quand même pas autant que ce qu'a mis l'Internet Community. Je mettrais 3,5 sur 5. Bon show, avec 2-3 matchs et 2-3 gros moments qui largement sont dans le haut du panier, mais une impression que tout a été mis en même temps, quoi. C'est un peu ça, et à la limite, je préférais qu'il n'y ait pas d'Evolution, et c'est le grand débat hein, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il en faut un chaque année? Est-ce qu'il en faut un peu plus souvent, tous les 2-3 ans? Je sais pas. Moi, je suis pas fan forcément du Evolution juste féminin. Je pense que ça apporte beaucoup quand même au catch féminin. Ça fait du bien de voir les filles mises que en avant. Mais je pense qu'il y a trop un côté WrestleMania féminin où on met beaucoup, beaucoup de gros matchs et toutes les ceintures. Je trouve qu'il manquait peut-être des trucs un peu plus légers, un peu plus
Voilà, si c'était à refaire, moi j'aurais peut-être pas casé la Battle Royale par exemple. J'aurais peut-être mis un petit match de Chelsea Green, elle aurait pu faire une feud contre Nikki Bella par exemple, ils auraient pu avoir un petit match. Euh, Peut-être creuser plus du côté mexicain aussi, puisqu'on sait qu'il y a la triple A, que la WWE pourrait nous sortir des nouvelles filles, ou qu'on mette plus en valeur les filles de NXT que dans une Battle Royale. Je sais pas, j'ai pas de recette miracle, hein, évidemment. Mais je trouve qu'il y avait moyen de faire un petit peu plus, un petit peu mieux, un petit peu différent, un petit peu, pas trop mettre juste tous les ingrédients en espérant que la sauce prenne. Au niveau du top flop, le flop est pas facile à discerner. Euh, je vais mettre mon flop. Ben, c'est, je vais faire une petite pirouette, mais je vais mettre mon flop à Liv Morgan de ne pas être là, de s'être blessé juste avant ce grand événement. Désolé Liv, on aurait bien aimé te voir. Et je vais mettre mon top au main event, avec le cash-in de Naomi évidemment. 3,5 sur 5, ça me paraît un très bon score. Et tout ça, ce week-end nous offre beaucoup de perspectives déjà pour SummerSlam. On aura un SummerSlam en 2 nuits, donc on aura forcément des gros matchs. Alors la première affiche qui est annoncée, c'est ce fameux match tag team avec Drew McIntyre et Logan Paul contre Randy Orton et puis l'autre musicien là. Ça m'emballe pas des masses. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ben voilà quoi. On va avoir des matchs. On a Cody Rhodes qui a gagné donc le King of the Ring, qui va affronter John Cena, hein, c'est ça qui est évident maintenant désormais. Qu'est-ce qu'on a chez les filles déjà? On a qui a gagné le King of the Ring? Et oui, chez les filles, c'est Jade Cargill qui avait gagné la Queen of the Ring, hein, c'est vrai, contre Asuka. Je trouve qu'on en a pas trop parlé ce soir. Du coup, est-ce que ça laisserait de manière évidente un match entre Jade Cargill et Naomi, qui vient d'être championne? Mais est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça directement après ce brutal match Street Fight? Je ne sais pas. Pas mal de perspectives encore à résoudre et au moins un premier nom pour Clash in Paris et c'est le nom de Stéphanie Vaquer. On n'aurait peut-être pas imaginé celui-là en premier, mais ça me fait plaisir. Voilà, peuple de Ketchup, j'espère que tu as apprécié de suivre cette analyse de 2 soirées très très différentes du monde du catch. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire si tu es sur YouTube et si tu es sur Deezer, Apple Podcast, Spotify, etc. Tu viens sur le Discord et tu viens sur le Discord Catch-up et tu viens dans l'onglet Spoiler et tu viens nous donner ton avis et tu viens te présenter. N'hésite pas, on parle de plein de choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Catch-up, ça continue. On a un rythme différent maintenant, hein. Pendant des années, on vous a assuré chaque weekly. C'est devenu un peu plus compliqué. Si jamais vous voulez participer à l'aventure Catch-up et venir vous aussi derrière le micro, on est tout à fait ouvert à de nouveaux chroniqueurs. Mais on va tenir au moins le rythme de tous ces grandes dates, tous ces weekly. Donc on se retrouve très certainement pour SummerSlam et bien sûr pour Clash in Paris. Moi j'y serai en live. Je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas d'ici là, je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous. Humectez-vous la nuque, mouillez le maillot, mettez le slip et à très bientôt pour une bonne semaine pleine de catch. Ciao à tous.